Bonsoir à tous et merci d'être avec nous chaque soir pour ce JT breton. Au sommaire de l'actualité ce mardi, l'arrivée d'un second breton sur le podium du Vendée Globe. Jérémy Bayou est arrivé au Sables d'Olonne ce mardi soir, il est 3e au classement. Les hébergements d'urgence sont complets, reportage dans le Morbihan. Et puis cet été c'était la pénurie, cet hiver c'est l'abondance. La pêche à la sardine est exceptionnelle, mais quelles conséquences pour les pêcheurs? Reportage dans cette édition. Politique encore ce mardi et surtout un portrait avec Didier. Bonjour Didier Déniel. Oui, bonjour. Et vous revenez sur la figure de Benoît Hamon, arrivé en tête de la primaire de la Belle Alliance Populaire ce dimanche. Oui, donc Benoît Hamon qui est originaire de Saronneau à côté de Brest et qui a vécu sa plus tendre enfance et ses années d'étudiant ici. Eh bien, vous nous raconterez tout cela dans un instant, Didier. Bienvenue à tous dans ce journal du mardi 24 janvier 2017. Et pour ouvrir cette édition, ces images de l'arrivée de Jérémy Bayou ce lundi soir au Sables d'Olonne. Le skipper originaire de la baie de Morlaix dans le Finistère se hisse à la 3e place de cette course au large. Il arrive 4 jours après son compère breton Armel Lecléache, grand vainqueur de cette édition. Jérémy Bayou avait dû abandonner la course en 2008 et 2012. On écoute le skipper à son arrivée. Cette année, faut chercher chaque mille, chaque mètre. Faut se dépasser, faut demander au bateau de se dépasser. Et quand tu arrives au bout, c'est difficile de décrire comme ça. C'est une émotion immense. Ça partait mal, quoi. C'est parti à l'envers au bout de la 2e semaine, avec beaucoup de soucis d'électronique. J'ai traîné ça jusqu'au bout, mais voilà, je pense que chacun a ses soucis. Moi, ça en engendre pas mal. Ça a fait un peu loi de Murphy. Mais j'ai pas lâché, surtout j'ai pas lâché la course, quoi. J'ai mis entre parenthèses de temps en temps pour arriver à faire face. Mais je me suis jamais dit je vais juste finir, quoi. Je me suis toujours dit il y a une belle place à aller chercher, peut-être pas la première, mais il faut pas lâcher. C'est ça, c'est avec ces soucis-là d'arriver à faire 3e, c'est génial. Et en bref, cette annonce du ministre de la Justice au micro de Jean-Jacques Bourdin sur RMC ce mardi matin. Jean-Jacques Urvoas a déclaré qu'une nouvelle maison d'arrêt verrait le jour à Vannes dans le Morbihan. L'administration hésitait entre Lorient ou Vannes. Une autre devrait être construite à Rennes. Le gouvernement prévoit de construire 33 nouvelles maisons d'arrêt en France. La pollution de l'air persiste en Bretagne. Airbrace prévoit toujours des taux de particules fines très élevés dans les 4 départements. Les particules peinent à disparaître, la faute au manque de vent et au froid. Les limitations de vitesse étaient toujours en vigueur ce mardi en Ille-et-Vilaine et dans les Côtes-d'Armor. Les préfectures de la région appellent à adopter une conduite souple sur la route et à éviter de brûler des déchets végétaux à l'air libre. Autre conséquence du froid, le quotidien plus difficile des personnes démunies et fragiles. Dans le Morbihan, les demandes urgentes de mise à l'abri sont assez rares. Pourtant, les structures d'hébergement tournent à plein régime. Ce lundi, le secrétaire général de la préfecture du Morbihan a visité ces lieux d'accueil. Fanny Coconnier s'est rendue au centre d'hébergement et de réinsertion sociale de Vannes, géré par la Sauvegarde 56. Cette jeune femme et son enfant ont posé leurs valises ici il y a 2 mois. Ce centre d'hébergement propose 16 places à des femmes avec ou sans enfants, parfois des hommes avec enfants et des couples. Une rupture familiale, une expulsion d'un logement sont souvent les déclencheurs de leur prise en charge. Il est important d'accueillir les personnes en urgence pour une mise à l'abri. Après ce temps d'accueil en urgence, beaucoup de personnes souhaitent poursuivre leur parcours d'insertion vers un logement. Donc du coup, on continue à accompagner les personnes, que ce soit sur des questions de santé, de ressources familiales, etc., pour qu'elles puissent se consolider et puis repartir sur un accès au logement et puis une vie autonome sans le centre d'hébergement. Christelle est arrivée ici il y a 6 mois. Dans sa chambre, elle accueille une partie des week-ends et des vacances ses 2 enfants et elle prépare la suite grâce aux 8 travailleurs sociaux du centre. Trouver un logement assez rapidement et puis un métier aussi, enfin
reconversion, on va dire. La moitié du public accueilli ici est victime de violences conjugales. Pour ces femmes, le parcours sera long, mais ici, leur séjour n'excède pas 6 à 9 mois. Le si peu que l'on pourra donner, même si ça ne représente que quelques mois, sera important en fait. Parce que c'est vrai qu'elles abandonnent tout généralement. Elles abandonnent aussi quelquefois aussi un lieu de vie. Bien sûr un compagnon qui a été violent, mais qui est aussi leur compagnon de vie et le père souvent de leurs enfants. Donc c'est assez compliqué. Et c'est vrai que du jour au lendemain, elles étaient sous emprise et du jour au lendemain, se retrouvent en fait avec plus rien. Et c'est très compliqué. Une fois apaisées, en règle avec les questions administratives, les femmes peuvent retrouver leur autonomie, souvent dans un logement social, une issue pour laisser la place à d'autres. Le centre de Vannes affiche complet toute l'année. Et on passe à présent au duplex avec Didier Déniel. Alors Didier, Benoît Hamon est originaire du Finistère. Sa famille est toujours implantée ici. Racontez-nous. Oui, donc Benoît Hamon a vécu à Saint-Renan de longues années. Il était étudiant à l'UBO à Brest, où il a passé une licence d'histoire. Donc il connaît vraiment très très bien la région. Il a gardé beaucoup de liens. Alors vous avez rencontré justement son père François qui habite à Riantec. Que pense-t-il de la politique menée par son fils? Alors François donc Hamon dit que son fils a toujours baigné dans un milieu de gauche. Lui a commencé comme ouvrier à DCN et donc avec sa femme ils ont beaucoup également. Il n'a pas sa carte, le père dit qu'il n'a pas sa carte au PS, donc il est très confiant dans l'ascension de son fils. Ils sont d'accord sur beaucoup de points. Je pense que le salaire universel les divise un petit peu. J'ai cru sentir, il ne voulait pas trop commenter ce point du programme de son fils. Alors quel lien garde-t-il ici avec la Bretagne et avec le Parti socialiste finistérien? Alors il vient ici en famille avec ses deux filles et sa compagne. Il vient souvent en Bretagne se ressourcer, voir son père également. Et il a gardé aussi des liens ici particuliers avec Emmanuel Bénard, par exemple, qui est secrétaire fédéral du Parti socialiste, et Bernard Poignant également, avec qui il a des liens très étroits, ainsi que sa femme. Merci beaucoup Didier, en tout cas pour toutes ces explications. On rappelle que le second tour de la primaire de la Belle Alliance Populaire se déroulera ce dimanche. En Côte d'Armor, les cours d'eau du département sont pollués par des dizaines de produits chimiques, dont le glyphosate, la molécule présente dans le Roundup. Elle est 3 fois plus présente qu'en 2015. Alors le service eau et aménagement rural du département alerte. Explication avec Mathilde Kemener. Presque tous les cours d'eau costarmoricains sont pollués, selon le service eau et aménagement rural du département, principalement au glyphosate, une molécule que l'on retrouve entre autres dans le célèbre Roundup. Là, on a probablement des concentrations plus importantes par le peu d'eau qu'il y a dans les cours d'eau. Les autres raisons possibles sont qu'il y a peut-être un usage plus fréquent par les agriculteurs. Une autre raison est que le glyphosate, à partir de 2017, est interdit de vente en vente libre et qu'on a pu observer, y compris sur notre département, des ventes promotionnelles dans les jardineries, peut-être pour que les jardineries liquident leur stock. Alors ce service du département tire la sonnette d'alarme. Comparé à 2015, le glyphosate est 3 fois plus présent dans les cours d'eau et à des teneurs bien plus élevées. Je veux alerter parce que un organisme qui dépend de l'OMS a révélé que le glyphosate peut être une molécule possiblement cancérigène pour l'homme. Du côté de l'association Eau et Rivières de Bretagne, ce qui inquiète, ce n'est pas tant le glyphosate que le cocktail de molécules dans les cours d'eau. En Bretagne, on arrive à recenser en fait presque 100 molécules chaque année, 100 molécules différentes dans nos cours d'eau. Et notamment, si on prend la faune aquatique, ça va être des grenouilles, des amphibiens, ce genre de choses qui peuvent avoir des effets sur leur santé, des difficultés à se reproduire, des malformations, des retards de croissance. C'est des choses qui sont avérées aujourd'hui. Parmi les autres molécules présentes figure aussi le diuron, interdit en France depuis 2003 pour un usage agricole. Il serait encore utilisé, selon le service départemental, comme anti-mousse dans les peintures. Et on revient à présent sur un sujet que l'on a abordé cet été dans notre édition, le manque de sardines dans la baie de Douarnenez. Cet hiver, inversement de la tendance, la pêche à la sardine est abondante et exceptionnelle. Mais comment les pêcheurs gèrent cette situation? Les conserveries bénéficient-elles de cet afflux? Réponse avec ce reportage de Camille Pochet.
Les sardines frétillent en quantité dans la baie de Douarnenez depuis début novembre. Elles sont tellement nombreuses que les pêcheurs se sont imposés des quotas pour ne pas faire trop baisser les prix et éviter les invendus. C'est des conditions exceptionnelles comparées à la météo aussi. On instaure les quotas, c'est pour pas détruire trop de poissons. Comme ça, on fait juste à la demande du marché. En ce moment, c'est 4 tonnes par bateau. Pas plus, et comme ça tout le poisson est vendu, il n'y a pas de déchets, il n'y a rien du tout. La pêche miraculeuse ne permet pourtant pas de faire beaucoup de profit. Ces sardines d'hiver sont maigres, si bien que les conserveries du littoral ne peuvent les acheter. Une situation paradoxale quand on sait que ces professionnels ont connu une pénurie de sardines l'été dernier. On a été obligé pendant la saison d'acheter de la sardine ailleurs. Ces sardines, on les a payées très cher. Et aujourd'hui, on se situe à des prix qui dépassent pratiquement 1,10 € le kilo en moyenne sur la saison, ce qui fait quand même plus de 40% par rapport à la saison dernière. Donc ces pêches un peu miraculeuses de fin d'année, normalement, ne nous ont rien apporté, ce qui est bien dommage. Losac 2. À la criée de Douarnenez ce mardi, la sardine pêchée la veille se vend 60 centimes le kilo. Le prix reste stable, grâce aux quotas sur lesquels la vingtaine de patrons pêcheurs se sont mis d'accord. On est quand même en plein hiver, donc c'est vrai que pour la sardine, c'est pas la saison où tout le monde mange de la sardine. Donc que les prix soient pas élevés, c'est normal. À cette époque-ci, c'est tout à fait normal. Donc voilà, ce qui est important, voilà, c'est ce qui a été mis en place, de façon à ce qu'effectivement, on ne se retrouve pas avec des grosses quantités de poissons invendus, qu'on ne sache pas quoi faire avec. En attendant que la sardine ne devienne plus grasse, les pêcheurs partent un peu plus loin des côtes, chercher d'autres espèces plus rémunératrices. Et c'est le moment de retrouver le Tour de Bretagne en 60 secondes, préparé aujourd'hui par Christophe Boucher. Si vous passez à Lorient, vous ne pourrez plus dire « mince, je suis passé à côté de tel ou tel site touristique ». Des bornes interactives jalonnent les 25 lieux emblématiques les plus visités des communes de l'agglomération, comme ici à la gare maritime. Plus besoin de courir après les informations, elles viennent à vous. Un bon moyen aussi de ne pas se perdre dans le beau pays lorientais. Ras-le-bol de brancher et débrancher votre box internet quand vous êtes en ligne avec votre opérateur préféré. Orange vient de mettre en place un système de vidéo assistance Made in Braze. Le concept est simple, vous prenez votre téléphone portable et vous filmez votre box internet et tous ses fils. À l'autre bout du fil, justement, le conseiller vous répond, du moins si vous avez une bonne couverture de réseau téléphonique. Enfin, Mêlée Sport et découverte patrimoniale, c'est l'objectif de ce nouveau rendez-vous pour les amoureux de l'Urban Trail. La cité du Viaduc sera donc le terrain de jeu de 2 parcours de 5 et 11 km à travers les monuments emblématiques de la ville. Préparez vos mollets, Morlaix ça monte, ça descend, ça remonte et tout ça, c'est dimanche 29 janvier. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous nous retrouvez évidemment sur les sites internet, mais également sur les réseaux sociaux de TBO, TB Sud et du Télégramme. On se retrouve demain à 19 h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. Bonne soirée.